25 grands bâtiments s'unissent pour former l'Alliance des bâtiments exemplaires. Découvrez leur engagement à mieux consommer. Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Normand Teasdale, maire de Saint-Mathieu-de-Belleuil, sur sa récente réélection et sa vision pour son nouveau mandat qui débute. Véronique Beaupré, coordonnatrice administrative chez Gymno Montérégie pour la campagne de financement 2025 et la levée de fonds du restaurant Bleu Moutarde. Reportage sur le congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires qui s'est tenu cet automne à Shawinigan et présenté par la télévision du Rocher-Gaspésie. Lucie Blanchet, chef de la division culture et événements, service du loisir et de la culture à la ville de Mont-Saint-Hilaire pour la 5e édition du marché de Noël au manoir Rouville-Campbell, organisé en collaboration avec le Cercle des fermières le 6 et 7 décembre 2025. Finalement, Nicolas Bégin, porte-parole national à la CNESST sur l'équité salariale. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cette édition du Régional. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. À Saint-Basile-le-Grand, un monument funéraire à l'effigie des Hells Angels installé récemment au cimetière paroissial a provoqué une vague d'indignation au sein de la communauté. La stèle de couleur noire arborait le logo et le nom du groupe criminalisé, accompagné de l'inscription Hells Angels MC South. Devant la controverse, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil a réagi rapidement. Il a présenté ses excuses et a confirmé que le monument sera retiré. Dans un communiqué, le diocèse reconnaît des manquements au règlement interne qui encadre les inscriptions permises dans les cimetières catholiques. On y précise que ces symboles portent atteinte au caractère religieux des lieux et qu'ils contreviennent au règlement de cimetière. Le service diocésain d'aide aux fabriques accompagnera la fabrique de la paroisse Saint-Basile-le-Grand dans la démarche visant à faire retirer la stèle. La paroisse, tout comme la ville de Saint-Basile-le-Grand et sa mairesse Kim Méthode, ont choisi de ne pas commenter davantage le dossier, se rangeant derrière la déclaration officielle du diocèse. À Belleuil, le centre d'entraide familiale Le Grain de Sel a dû fermer temporairement ses portes du 24 octobre au 16 novembre pour réaliser d'importantes rénovations intérieures. Pendant cette période, les distributions de paniers alimentaires sont suspendues, mais l'organisme affirme avoir anticipé la pause en remettant, la semaine précédente, des paniers bonifiés à plus de 215 familles. La directrice générale Geneviève Miller explique que ces travaux visent à agrandir et adapter les locaux du centre situé au Mail Montenac afin de mieux répondre à une demande d'aide alimentaire en forte hausse. Selon elle, les demandes ont doublé en 2 ans et plus de 1200 personnes réparties en 500 familles ont déjà reçu de l'aide cette année. Les autres services du grain de sel, comme les ateliers de cuisine, l'épicerie à petit prix et le restaurant populaire, sont également en pause. Les dons alimentaires, eux, continuent d'être collectés et entreposés temporairement dans un local offert par la ville de McMasterville. Mme Miller assure que son équipe reste mobilisée pour faire face à la montée de la précarité alors que la demande d'aide alimentaire a bondi de 26 % en Montérégie cette année, selon Moisson Rive-Sud. La Commission de protection du territoire agricole du Québec refuse à l'organisme Connexion Nature d'ajouter près de 20 hectares à sa réserve vouée à la conservation sur un terrain situé à Mont-Saint-Hilaire. L'entreprise Gestion Mathieu Charon souhaitait diviser sa terre en 42 hectares pour en céder la partie humide à Connexion Nature et louer la partie cultivable à un agriculteur. Mais selon la CPTAQ, ce morcellement viendrait briser l'homogénéité agricole du secteur et nuirait à la vocation agricole du lot. La Commission note aussi que Connexion Nature n'autorise pas l'agriculture sur les terrains qu'elle possède, un point qui a pesé lourd dans sa décision.
Connexion Nature rappelle que la région souffre d'un déficit important de milieux naturels, avec moins de 20 du territoire encore à l'état naturel et à peine 1 protégé, bien loin des cibles de 30 fixées par le Canada et le Québec. Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Marc-André Guertin, se dit déçu du refus, estimant que la conservation des milieux naturels bénéficie directement à l'agriculture, notamment en protégeant les pollinisateurs et la nappe phréatique. La CPTAQ n'a pas commenté davantage, invoquant son devoir de réserve. Le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval dénonce vertement le dernier budget fédéral présenté par le gouvernement Carney, qu'il qualifie de maquiller un déficit record de 78 milliards de dollars. Selon le député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, Ottawa prévoit 45 milliards en dépenses en investissement pour réduire artificiellement l'ampleur du déficit, un procédé qu'il juge trompeur et contraire aux intérêts des Québécois. Le Bloc québécois estime que le budget ne répond à aucune des 6 demandes prioritaires, notamment en santé, en logement et pour le pouvoir d'achat des aînés. Barsalou-Duval critique aussi des coupes à venir dans les transferts en santé et l'absence de soutien aux premiers acheteurs. Le député fustige également un budget pétrolier et conservateur, déplorant que le gouvernement abandonne la lutte au changement climatique tout en prolongeant les crédits d'impôt aux pétrolières jusqu'en 2040. Malgré tout, le Bloc reconnaît quelques gains, dont la fin de la taxe de luxe sur les aéronefs, des avancées pour les chauffeurs routiers et le soutien à certains projets d'infrastructure régionale. L'opération Nez Rouge Vallée du Richelieu a lancé sa 33e campagne le 4 novembre. Du 28 novembre au 31 décembre, le service sera offert pendant 18 soirées pour permettre aux automobilistes de rentrer à la maison en toute sécurité. Pour une 3e année consécutive, l'initiative est coordonnée par les Chevaliers de Colomb de Belleuil. La centrale régionale installée chez Deschamps Chevrolet à Sainte-Julie sera en service de 20h à 3h le matin. 12 municipalités sont desservies, dont Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie. Les automobilistes pourront faire une demande de raccompagnement par téléphone au 450-467-4011 ou directement à l'application mobile Opération Nez Rouge. Les organisateurs tiendront aussi une journée porte ouverte le 23 novembre de 11h à 15h pour recruter et former des bénévoles. À l'échelle provinciale, c'est la Bottine Souriante qui agit cette année comme porte-parole de la 42e édition. Lors du lancement, la Société de l'assurance automobile du Québec a rappelé que l'alcool au volant demeure l'une des principales causes d'accidents mortels au Québec. Entre 2019 et 2023, l'alcool a été en cause dans près du tiers des décès sur les routes de la province. Enfin, l'opération Nez Rouge soutient aussi les organismes de la région. L'an dernier, 7 groupes communautaires ont reçu plus de 17 000 $ grâce aux dons amassés pendant la campagne. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Nous recevons en studio le maire de Saint-Mathieu-de-Belleuil, M. Normand Teasdale. M. Teasdale, bonjour. Bonjour à vous. On veut souligner d'abord vos 20 ans d'implication dans la vie municipale. Si vous comparez, vous, le 20 ans, qu'est-ce que vous remarquez de où est-ce que vous en êtes maintenant? Bien, je remarque que j'ai plus grande assurance là, pour évoluer dans le monde municipal. Au début, là, 20 ans, quand j'ai rentré comme conseiller, je l'ai fait un peu par égoïsme parce que moi, je suis producteur agricole, puis il n'y avait pas personne au conseil municipal qui représentait les producteurs agricoles. Fait que j'ai été là pour représenter la classe agricole. Et de fil en aiguille, bien, j'ai aimé l'implication municipale. Donc, je possède, je pense, beaucoup mieux les dossiers que le 20 ans. Vous avez gravi les échelons jusqu'aux élections du 2 novembre dernier. Est-ce que c'est la même célébration qu'on fait quand on est élu par acclamation ou c'est une joie qui est mitigée? Comment vous prenez ça? Bien, moi, je prends ça comme un grand vote de confiance de la part de la population. D'être élu par acclamation, c'est soit que ça veut dire que les gens ont bien aimé le travail qu'on a fait ou qu'il n'y a pas d'autres candidats assez fous pour s'embarquer là-dedans. Mais je prends ça surtout comme une grande marque de confiance. Ce que j'avais entendu de la part de plusieurs citoyens et citoyennes, c'est qu'ils aimaient le travail qu'on faisait. Et de quoi sont-ils le plus satisfaits depuis que vous êtes à la mairie, depuis 2017? Bien, moi, je pense qu'on a, au fil du temps,
démontré qu'on est capable de faire une très bonne gestion financière de la municipalité. On a un taux de taxation qui est quand même assez bas. Et malgré les peu de revenus qu'on a, parce que c'est uniquement la taxe foncière, nos revenus, ou peut-être très peu, on est capable d'investir dans les loisirs, on investit dans nos infrastructures et on a favorisé des projets de développement domiciliaire. Donc, je pense que c'est ça là, que les gens sont contents de vivre à Saint-Mathieu-de-Belleuil. On a, au fil du temps, je pense, augmenté les sentiments d'appartenance à la municipalité. Et en lien avec la satisfaction, est-ce que vous sentez des inquiétudes et une urgence d'agir dans certains domaines particuliers? Vous avez mentionné les résidences, les constructions d'habitation. Est-ce que vous sentez quelque chose qui est plus urgent pour votre prochain mandat? Oui, effectivement, il va démarrer des projets de construction domiciliaire importants. C'est beaucoup des maisons, comme je dirais, pour les jeunes familles, donc des premiers acheteurs. Donc, un projet sur lequel je travaille depuis longtemps, c'est d'avoir une école. Okay. Et ça va devenir de plus en plus pertinent. D'ailleurs, les discussions vont bon train avec le centre de services scolaires, là. Mais je pense que ça s'impose de plus en plus d'avoir une école à Saint-Mathieu. Et étant dans la continuité, est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà en cours que vous pensez qui va être mené à terme bientôt? Moi, en tout cas, je ne veux pas être trop optimiste, mais je pense que dans les 3 prochaines années, on devrait avoir une école. Les discussions sont bien amorcées avec le centre de services scolaires. Ils ont convenu que la prochaine école primaire dans la région, c'est à Saint-Mathieu. Donc, on travaille de près avec ces gens-là pour concrétiser le projet, effectivement. Et parlant de la dernière campagne, si on voit un peu comment ça se passe une campagne électorale, est-ce que ça a changé votre agenda de campagne? Plus ça avançait, plus vous sentiez que vous alliez être élu par acclamation. Est-ce que ça a changé votre agenda de campagne électorale? Oui, effectivement. Bien, la date limite pour déposer nos candidatures était le 3 octobre. Donc vous saviez déjà que... Le 3 octobre, ouais, à 16h30, je savais que j'étais élu, avec toute mon équipe d'ailleurs, par acclamation. Donc, j'avais fait faire des pancartes. Ils ont resté dans le garage un petit bout de temps. Je les ai quand même installés là, avec une note dessus de « Merci de la confiance ». Mais c'est sûr que être élu par acclamation, ça change la dynamique. J'ai vécu, mon premier mandat comme maire, j'ai vécu une campagne là, où on a fait du porte-à-porte beaucoup. C'est peut-être quelque chose qui manque un peu quand on est élu par acclamation. On fait moins de porte-à-porte. Donc, on prend peut-être un peu moins le pouls de la population. Mais ça se compense par d'autres visites qu'on fait là, sur le territoire. Ça vous a quand même permis de sentir une satisfaction de la part de la population qui était content de vous savoir encore en poste? Oui, ouais. Oui, j'ai l'impression. Nous, on fait quand même un peu de porte-à-porte. On va saluer tous nos nouveaux résidents. On leur apporte un petit paquet de souvenirs de bienvenue. On va visiter les gens qui ont des nouveaux enfants durant l'année. Donc, on essaie de provoquer des moments pour se rencontrer quand même. On parle de nouveaux résidents. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens on parle de l'achat d'une première maison et qui sont en train de magasiner où est-ce qu'ils pourraient vivre? Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui n'ont peut-être pas comme projet de venir à Saint-Mathieu-de-Belleuil pour les encourager à venir dans votre ville? Bien, premièrement, notre ville, c'est une ville qui avait une campagne près de la ville, donc l'air pur de la campagne, des grands espaces, les gens apprécient... Des zones plus agricoles, on l'a dit tantôt. Oui, les gens apprécient ça. Donc, on a encore des grands terrains, c'est beaucoup recherché par les citoyens. On a augmenté, comme je disais tantôt, notre offre de loisirs. On a 2 lignes de transport en autobus, chose qui n'existait pas il y a quelques années. On a réussi à mettre ça sur pied. Donc, les facilités sont là pour se déplacer, pour les gens qui veulent venir à Saint-Mathieu-de-Belleuil, puis travailler à l'extérieur de la municipalité. C'est de plus en plus faisable. Et en lien avec vos 20 ans d'implication, il y a un symbole très fort qui a été installé devant la table du conseil. Oui, il y a quelques années, les jeunes de la municipalité nous ont remis ce qu'on appelle une chaise des générations. Donc, ils ont décoré une chaise et on l'a placée en avant de la table du conseil pour nous faire prendre conscience, nous les élus, qu'à chaque fois qu'on prend une décision, ce n'est pas nécessairement que pour le présent, mais il faut penser à l'avenir. Donc, on prend ça aussi pour le futur. Donc, on encourage tout le monde qui aimerait s'impliquer dans la vie municipale à venir s'impliquer et peut-être encourager une plus grande participation aux prochaines élections. Oui, bien, moi, j'ai toujours dit chaque citoyen devrait s'impliquer, éventuellement conseiller, conseillère ou maire, mairesse. Donc, c'est ça, c'est de se mêler de ses affaires. La municipalité, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, c'est de s'impliquer pour savoir qu'est-ce qui se passe chez nous.
Parce que c'est un peu dommage, parce que c'est le palier de gouvernement qu'on parle le moins, mais qui est le plus proche des citoyens. Trouvez-vous qu'on devrait plus couvrir dans les grands médias les élections municipales? Effectivement, c'est là que ça se passe. C'est quand la dernière fois que vous avez été capable de rencontrer le premier ministre du Québec ou du Canada? Oui. C'est quasiment impossible, mais vous pouvez rencontrer les élus municipaux assez rapidement, donc soit aux réunions mensuelles ou un simple courriel, un numéro de téléphone. Tous les citoyens de Saint-Mathieu-de-Belleuil ont mes coordonnées, ils peuvent me rejoindre n'importe quand. Et donc, l'Hôtel de Ville est plus proche que le Parlement. Effectivement, effectivement, oui. Donc, on tient à vous féliciter pour votre réélection et on vous souhaite le meilleur des succès pour votre nouveau mandat. Bien, merci, c'est grandement apprécié. Véronique Beaupré est coordonnatrice administrative chez Gymno Montérégie. Bonjour, Mme Beaupré. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer quel est cet organisme-là, Gymno, qui vous a aidé? Gymno Montérégie, c'est un organisme communautaire autonome qui offre des activités adaptées à des enfants qui ont des enjeux sur le plan neurodéveloppemental, ou des troubles d'apprentissage. OK. Est-ce qu'on peut... C'est quoi exactement ces genres d'enjeux-là? À quoi ça peut ressembler? Ça peut être des enfants, nous, on ne vise pas un diagnostic en particulier. Donc, en général, notre critère de base, c'est des enfants qui ne cadrent pas dans des activités dites régulières de ville. Donc, c'est souvent des enfants, les parents de ces enfants-là ont essayé toutes sortes d'activités avec les enfants, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils cherchent souvent un organisme qui peut leur offrir des activités où il va y avoir un encadrement un peu plus serré, et c'est ce qu'on leur offre, là. Donc, nous, c'est des activités qui sont encadrées avec un moniteur pour 3 enfants. Donc, c'est plus personnalisé. Un moniteur pour 3 enfants. Puis ça ressemble aux cours qu'il y aurait normalement à la ville, comme du soccer, natation, ces choses-là. Bien, dans le fond, ça vise à les faire bouger, entre autres, mais c'est adapté. Donc, on va travailler différentes sphères du développement de l'enfant. Donc, par exemple, oui, tout ce qui est moteur, la motricité globale, on peut travailler la motricité fine, donc tout ce qu'on fait avec les mains, on va travailler le langage, la socialisation. Donc, c'est vraiment des activités où on va travailler différentes choses. C'est un besoin, peut-être qu'on ne pense pas toujours. Hein, on pense à inscrire nos enfants, mais il y en a certains qui ont besoin un peu plus d'attention. C'est venu de où, cette idée-là? Comment c'est parti, l'organisme? Bien, en fait, Gymno existait déjà ailleurs au Québec. Ça a été créé à Laval dans les années 70. Puis c'est né de parents qui cherchaient des activités pour leur enfant, mais il n'y avait vraiment rien. Donc, ils ont décidé de créer ça pour leurs propres enfants. Et depuis ce temps, il y a eu 4 autres gymnos, dont le nôtre en Montérégie, qui est le dernier né en 2018. J'imagine aussi que vous servez aussi aux familles. Quand on va porter l'enfant, ben là, on peut se concentrer sur d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Vous aidez de combien de familles dans la région par année? On aide à peu près 30 familles. Dans le fond, par session, on reçoit 24 enfants. Puis globalement, là, c'est à peu près une trentaine de familles qu'on va aider dans l'année. Puis nous, Gymno, on leur offre un moment de répit, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, ça leur permet d'avoir un moment pour eux. Nous, pendant 2 heures, on garde leur enfant le dimanche matin, puis eux peuvent aller profiter du temps, soit relaxer ou profiter des autres membres de la famille. C'est une bonne idée, mais il y a toujours le volet comment on paye ça. Là. Comment on finance ce projet-là, cet organisme? Gymno Montérégie n'est pas un organisme subventionné. Donc, les parents paient, oui, un frais d'inscription, comme on paie un frais d'inscription pour le soccer, par exemple. Mais nous, on se finance vraiment par des dons, des activités de financement. Donc, c'est un gros travail, une grosse partie de mon travail, je dirais. Là. Ce qu'on va revenir aussi en deuxième partie de l'entrevue. Là. Vous avez un souper qui s'en vient et puis un encan. On y reviendra, mais je veux continuer à comprendre l'idée derrière le projet là, parce que c'est extrêmement intéressant. Comment vous avez fait pour déterminer qu'un moniteur pouvait s'occuper de 3 enfants puis c'était une formule qui était optimale dans ces conditions-là? Bien, c'est vraiment suite à l'expérience des autres gymnos puis tout ça. L'avantage d'avoir des petits groupes, ça nous permet vraiment, vraiment de se concentrer sur l'enfant, de prendre le temps pour chacun, de répondre, étant donné que nous, on a une clientèle qui est quand même variée, on ne vise pas un diagnostic en particulier, on ne s'attend pas nécessairement à un diagnostic. Donc, être un plus petit groupe, ça a vraiment une valeur gagnante, ça permet vraiment de travailler plus spécifiquement avec chacun d'eux, puis s'assurer là, qu'ils progressent bien. Là. Qui sont les moniteurs? Les moniteurs, en fait, c'est des jeunes. On peut prendre des jeunes secondaires, mais généralement, on prend beaucoup des étudiants du domaine de la santé, du milieu de l'éducation, des futurs TES, par exemple. Et dans le fond, ça leur donne vraiment une belle expérience
travailler avec une clientèle qui éventuellement, qu'ils vont peut-être rencontrer dans le cadre de leur futur travail, c'est une super belle expérience à mettre sur leur CV. C'est des jeunes, je veux juste dire vraiment, qui ont gymno tatoué sur le cœur, sont super dévoués, c'est vraiment beau à voir. Est-ce qu'il y en a qui sont avec vous depuis longtemps? Oui, souvent. Ils reviennent de session en session. On en a qui sont là presque depuis le début. Et mais c'est sûr qu'à un moment donné, on les perd parce qu'ils s'en vont travailler. Mais des fois, il y en a qui prennent des pauses pour des stages, puis ils reviennent. Fait que vraiment, ils aiment ça. Parce qu'eux ont une expérience qui peut vraiment être à partager aux autres. Exactement. Garder le talent dans des petites équipes comme ça peut vraiment faire bénéficier tout le monde. Oui, c'est ça. Puis ils travaillent, ils peuvent s'occuper, encadrer les plus jeunes, puis tout ça. Souvent, là, ce qui est le fun en plus cette session-ci, c'est qu'on a 4 garçons, 4 filles. Fait que la dynamique est vraiment le fun. Puis où on voit des plus anciens là, qui chapeautent les nouveaux qui sont peut-être un petit peu plus insécures. Là. Vous avez aussi une professionnelle ergothérapeute qui vérifie que toutes les activités soient faites de la bonne façon, c'est ça? Exactement. En fait, nos programmes sont développés par une ergothérapeute et on a aussi une ergothérapeute consultante, donc c'est pas une employée du Gymno, mais qui vient sur place. Nous, on a 3 sessions par année, donc à chaque session, elle vient quelques fois pour venir travailler avec l'équipe, s'assurer qu'ils sont bien outillés pour bien prendre soin des enfants, bien adapter les activités là, pour ceux-ci. Avez-vous un exemple d'un jeune qui est passé chez vous, chez Gymno, puis que son parcours a vraiment été influencé par ça, là, on a pu voir une différence vraiment du avant et du après? Oui. Bien, moi, ça fait pas très longtemps. Là. Ça fait un peu plus qu'1 an que je suis Gymno, mais il y a une famille en particulier dont 3 enfants en même temps venaient à nos activités, puis on a vraiment vu une belle progression. Malheureusement, ils ne sont plus avec nous, mais c'est parce que ça allait super bien. Puis là, ils sont maintenant dans des activités de natation plus régulières dans les villes, puis tout ça. Fait qu'on a vraiment vu qu'il y avait une belle progression là, pour cette famille-là. Vous avez vraiment réussi à être le tremplin en natation. Bien, on aime croire qu'on a eu un petit impact, là. On espère, en tout cas, mais c'est le fun de voir là, qu'ils ont bien progressé. OK, pour que ça continue, ça va prendre un peu de financement. Vous avez un souper bénéfice qui est prévu le 27 septembre prochain. 27 novembre. 27 novembre, pardonnez-moi, oui. Sinon c'est passé. Pas de problème. Qui est en collaboration avec le restaurant Bleu Moutarde ici à Belleuil. Pouvez-vous nous expliquer comment l'idée a émergé? Oui, bien en fait, étant donné qu'on devait solidifier notre financement, on s'est créé un comité de financement cette année. Donc, c'est le comité qui a pris en charge tout ce volet-là. Et la première idée qu'on s'est dit, on voulait créer un événement fort. Donc, on a décidé de créer notre premier souper bénéfice au Bleu Moutarde, parce qu'un de nos membres du comité aussi avait déjà un beau lien avec le propriétaire de ce restaurant-là. Et ils ont accepté chaleureusement là, de nous recevoir le 27 novembre prochain. OK. Puis comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des billets? Oui, actuellement, nos billets sont en vente. La façon la plus simple, c'est d'aller voir notre page Facebook Gymno Montérégie. Donc, l'information s'y trouve. Donc, on vend des billets. Et aussi, bien, si je peux me permettre, on a un encan silencieux qui accompagne aussi cet événement-là, qui va permettre d'aller chercher encore un peu plus de fonds pour pouvoir donner nos activités à ces cocos-là. Il y a combien de places disponibles pour le souper? Pour le souper, c'est un maximum de 90 places. On a déjà à peu près 60 billets de vendus, mais il en reste encore. Dépêchez-vous si vous voulez avoir une place pour être généreux et faire bénéficier les enfants de la région qui ont besoin d'un peu d'aide pour participer à des loisirs, pour être comme tous les autres enfants. Oui. C'est super important, j'imagine, pour les jeunes et pour leur famille. Madame Beaupré, je rappelle, vous êtes coordonnatrice administrative chez Gymno Montérégie. Je vous souhaite un bon succès pour le souper. On rappelle la page Facebook Gymno Montérégie pour toute l'information sur l'événement. Merci beaucoup. Merci. L'objectif, trouver les pistes de solutions afin de préserver nos sources d'informations régionales si précieuses. Reportage présenté par la télévision Rocher-Gaspésie. La Fédération de télévision communautaires autonomes du Québec, soit la FTCAQ, tenait son congrès à l'Hôtel Énergie de Shawinigan du 24 au 26 octobre dernier. Lors de l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu, ce fut l'occasion de revenir sur tous les efforts qui ont été faits auprès du gouvernement du Canada concernant les lois C11 et C18 et des représentations à venir. Amélie Heinz, directrice générale de la FTCAQ, nous explique. En participant aux différentes consultations publiques du CRTC, en participant à l'écriture des lois qui ont été adoptées
par Patrimoine canadien au gouvernement canadien, C18, C11, de faire reconnaître la télévision communautaire comme étant une partie prenante du système de radiodiffusion canadien. Ça nous a permis de faire partie de certains fonds qui ont été créés, dont le fonds Google, donc qui distribue 100 millions de Google aux différents médias au Canada. La Fédération fait partie du conseil d'administration du collectif qui gère cet argent-là. Nos membres reçoivent une partie de ces argents-là. On fait aussi partie du programme de journalisme local, l'Initiative pour le journalisme local, l'IJL. On a maintenant 14 télévisions qui vont recevoir un journaliste financé par ce programme-là dans les prochains jours, ça s'en vient. Donc ça, c'est le genre d'avancée qu'on fait. C'est un travail qui est extrêmement long. C'est souvent long avant d'avoir des résultats. Mais quand on a les résultats, c'est extrêmement satisfaisant, puis on est vraiment content que ça arrive enfin vers nos membres. Le travail n'est pas terminé, on va continuer là-dessus. Ça continue à se mettre en place. Les lois au CRTC, on risque de comparaître encore devant le CRTC après les fêtes. On attend juste qu'ils partent la nouvelle consultation pour aller chercher une partie de l'argent des entreprises en ligne, en fait, pour qu'ils financent le contenu canadien. Donc, on attend de voir là, où est-ce qu'on va pouvoir s'insérer là-dedans. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que la Fédé prévoit faire dans la prochaine année de ce côté-là? Oui, continuer nos représentations, être devant le CRTC, Patrimoine canadien, pour s'assurer qu'ils n'oublient pas l'importance de nos médias. Parce que, évidemment, on est souvent le dernier endroit où, dans les communautés, il y a de l'information locale qui est produite, qui permet aux localités d'être informés sur ce qui se passe chez eux. Au niveau politique, c'est extrêmement important. On va continuer à développer, en fait, les services qu'on offre aux membres. On a des nouvelles personnes dans notre équipe qui vont travailler sur des projets, surtout au niveau du numérique, mais peut-être aussi de soutien au journalisme chez nos membres. Puis, on va inviter le nouveau conseil d'administration qui vient d'être élu à se demander où il voudrait aller pour les prochaines années. Donc, faire une nouvelle planification stratégique pour justement définir les orientations là, qui vont nous aider, nous, à travailler dans les 3-4 prochaines années. Afin de rendre le contenu de TVC accessible sans passer par un câbleau distributeur, la FTCAQ travaille sur le développement d'une application Roku qui permettra à ses membres de diffuser leur contenu en continu sur cette plateforme. Amélie Hintz nous donne plus de détails. C'est une possibilité de développement, en fait, pour aller chercher des nouveaux auditoires, parce que c'est un peu ça l'enjeu pour n'importe quel média, c'est que les gens y voient, y écoutent, regardent leur contenu. Fait qu'il faut développer les types de plateformes sur lesquelles on diffuse. Donc, la télévision intelligente, c'était une option qu'on voulait regarder. Donc, on est en train de développer quelque chose, de faire des tests pour voir, bon, dans l'opérationnalisation de tout ça, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste pour les TV d'intégrer ce genre d'application-là sans que ça demande trop de surplus de travail. Donc oui, c'est là-dessus qu'on travaille, puis on espère pouvoir développer quelque chose là, pour inviter les membres à joindre ça dans la prochaine année. Lors du congrès, il y a eu une conférence donnée par l'Action communautaire autonome, soit l'ACA, un mouvement qui permet de soutenir plus de 4500 organismes communautaires partout au Québec. Les membres ont manifesté un grand intérêt d'en faire partie. La Fédération discutera avec l'ACA pour voir les possibilités de les rejoindre. Ça reste à voir comment on peut s'insérer là-dedans parce que pour le moment, les médias communautaires ne sont pas nécessairement considérés dans le plan d'action de l'Action communautaire autonome, l'ACA, du gouvernement. Donc, c'est de voir, OK, pourquoi on ne s'insère pas là-dedans? Est-ce qu'il y a des raisons? Puis, est-ce que les raisons sont bonnes? Donc, il faut commencer par ça. Après ça, on va voir avec les autres associations si ça les intéresse de se joindre au mouvement. Mais dans tous les cas, on a déjà des liens avec le réseau national de l'Action communautaire autonome. On participe à leur campagne. On s'insère quand ils font des sondages pour avoir les chiffres concrets de qu'est-ce que représente le milieu communautaire autonome au Québec. On participe à ça. Puis, on a les revendications sensiblement similaires qu'eux. Donc, c'est ça. On a déjà des liens. Donc, c'est peut-être de développer un petit peu plus ça puis d'aller voir pousser un petit peu plus loin jusqu'où on pourrait aller. Enfin, Amélie Hintz dresse un bilan positif de la campagne « J'ose ma télé communautaire » malgré des moyens limités. Elle souhaite avoir l'aide du gouvernement par la création de publicités ainsi que des autres médias communautaires.
Un bilan très positif. Ça a vraiment bien été. Les membres y ont bien participé. Puis, nous, on l'a vu, en tout cas, les résultats de ça sur nos propres réseaux, notre propre chaîne YouTube. Donc, on est content. Par contre, c'est sûr que c'était une campagne avec des moyens limités. On essaie de convaincre le gouvernement de nous aider à nous faire découvrir en investissant eux-mêmes, en participant à la création de publicités pour faire la promotion de notre travail à grande échelle partout au Québec. Donc, je pense que c'est un travail qui va être en développement, justement, cette année. Ça serait intéressant de s'associer aussi aux autres médias communautaires. Je pense qu'ensemble, on est plus fort. Donc, mais on est très heureux là, de la manière que ça s'est déployé. « 25 grands bâtiments s'unissent pour former l'Alliance des bâtiments exemplaires. Découvrez leur engagement à mieux consommer. » Madame Lucie Blanchet est chef division culture et événements à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour, Madame Blanchet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes là pour inviter les gens qui nous regardent au marché de Noël qui aura lieu les samedis 6 et le dimanche 7 décembre prochain. Exactement, c'est notre 5e édition, notre 3e édition dans le spectaculaire Manoir Rouville-Campbell. Donc, ça se déroule là les 2 journées. Le samedi, c'est de 10h à 16h et le dimanche, c'est de 10h à 15h. On attend, comme par les années passées, des milliers de personnes qui devraient défiler là, durant le week-end pour venir s'acheter toutes sortes de petits cadeaux, que ce soit pour le professeur, pour le voisin, pour la personne qui nous déneige notre cours. C'est toujours un endroit qui est très, très apprécié. La popularité du marché de Noël a augmenté depuis que vous êtes au Manoir Rouville. Depuis combien de temps vous êtes là? Bien, c'est notre 3e année au Manoir et effectivement, avant, on le tenait à l'école secondaire Osias-le-Duc. On avait quand même un beau succès, mais forcé d'admettre que l'attrait du lieu, la curiosité des gens de voir le manoir à l'intérieur et tout ça, y est pour beaucoup. Alors, on est très, très fiers de pouvoir le refaire là, cette année. On a su qu'il allait y avoir un changement de vocation au manoir, que ça allait évoluer. Est-ce qu'il y aurait des chances que ça vous affecte, là, soit positivement ou négativement? Bien, c'est encore trop tôt pour dire. Effectivement, ça va être de voir avec les nouveaux occupants, les nouveaux gestionnaires du manoir, si ce sera possible encore dans le futur. Pour l'instant, on va leur laisser la chance de prendre les lieux, prendre possession des lieux, puis de monter leur... Surtout que vous êtes présent à une occasion où il y a beaucoup d'achalandage, dans les hôtels l'hiver ou à Noël comme ça, mais c'est aussi ce qui fait votre succès. Là. Les gens veulent venir vous voir dans ces occasions-là. Parlez-nous des exposants. Là. Comment ça fonctionne pour le marché de Noël? Bien, on est partenaire avec 2 organismes, 2 OBNL, les marchés d'ici, qui est notre partenaire également pour le marché d'été. Alors qu'on retrouve avec joie des producteurs qu'on a eu la chance d'encourager durant l'été, bien, on les retrouve à Noël et des nouveaux. Et on travaille aussi avec l'organisme le Cercle des fermières au pied du mont pour le volet artisanal de notre marché, parce que notre marché a 2 volets, un volet agroalimentaire et un volet artisanal. Alors, ce sont ces organismes-là qui font le recrutement des exposants et qui voient avoir une variété au niveau de l'offre. Quelle est l'histoire derrière ça, les 2 volets au marché de Noël? Comment la Ville a fait de l'union comme ça avec le Cercle des fermières? Bien, ça s'est fait d'une façon très, très naturelle, je vous dirais. Le Cercle des fermières faisait déjà leur marché de Noël de leur côté. Et lorsqu'on a commencé à faire des marchés d'été avec l'organisme Marché d'ici, ils nous avaient proposé de faire un marché de Noël avec eux. Alors, on s'est dit, on ne commencera pas à faire chacun de notre côté des marchés. On va s'unir pour faire en sorte qu'on offre à nos citoyens, aux gens de la région, bien, un marché avec une offre variée puis complémentaire. Donnez-nous des exemples de genre de cadeaux qu'on pourrait retrouver là, au marché. Bien, il y a des kiosques qui sont toujours très populaires, les kiosques de café, les kiosques de tout ce qui est des produits de l'érable. Du côté des fermières, on a des belles nappes, on a des beaux foulards, des sacoches, des bijoux, des
articles de décoration de Noël. Donc, on a vraiment une très, très grande variété et on le voit, ça l'attire de plus en plus, pas juste des jeunes familles, mais on a des gens vraiment de tous âges qui viennent au marché et qui trouvent leur compte, finalement. Parce que ça fait un cadeau assez particulier. Quand on sait que ça a été fait à la main par quelqu'un de la région, tu sais, on parle d'acheter local. Qu'est-ce que ça apporte justement à ces artisans-là de se montrer, le fruit de leur travail au marché de Noël? Oui, bien effectivement, je pense que c'est très important aussi pour nos élus, le fameux achat local, plus que jamais. C'est important de voir ce que ça peut prendre comme forme, l'achat local. C'en est un bel exemple, comme vous le dites. Je pense que pour les fermières, c'est une motivation de plus parce qu'elles sont en mode un peu accélération de réalisation et de création. Quand elles voient arriver à l'approche de la date du marché de Noël, elles se disent hey, « moi, je vais avoir un beau kiosque ». Alors, elles produisent davantage. Il faut être fier, là, mais on ne veut pas arriver et avoir des regrets. Ah, j'aurais dû faire ça. Oui, ça. Puis... c'est ça qui les motive, au fond. Oui, effectivement. Okay. Ils veulent avoir. Elles sont toujours très tristes quand une personne vient et dit oh, vous avez plus tel article, puis elles se disent oh, j'aurais dû en faire davantage. Donc, je pense que ça leur met une petite pression, mais une petite pression sympathique, là, quand même. Non, c'est super de voir que la ville comme ça aide les artisans locaux. Sur un autre ordre d'idées, vous avez aussi la guignolée là, qui arrive à grands pas, qui sera la même journée, le 7 décembre. Quel était l'objectif de la ville dans l'organisation de cette guignolée-là? Bien, on vient en soutien au Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, le CA-BVR, avec qui on collabore sur ce dossier-là depuis des dizaines d'années. Là, ça fait très longtemps que la guignolée, ça se déroule. La particularité à Mont-Saint-Hilaire, c'est qu'on fait encore, nous, le porte-à-porte. Donc, on scinde notre ville dans des districts et des routes et nos bénévoles partent avec voitures bien identifiées à l'effigie de la guignolée, puis ils vont faire un porte-à-porte pour obtenir des denrées non périssables, des produits qui sont vitaux. On le sait, on parle des fêtes, on parle d'acheter des cadeaux, mais pour d'autres gens, bien, c'est une source de stress davantage à l'approche des fêtes. Alors, il faut aussi penser à ces personnes-là qui ont cruellement besoin d'aide. Alors, on fait appel, puis je suis contente que vous m'ayez invité, non seulement aux citoyens, aux citoyennes qui auraient envie de donner de leur temps le dimanche 7 décembre pour faire la cueillette, mais aussi pour la générosité de nos citoyens. C'est le temps de l'année où, justement, la générosité, on fait le plus appel à cette valeur-là parce qu'on veut aider les gens de la région, comme vous le dites. Les produits non périssables, on pense à des cannes, ces genres de choses-là. Quel type de produits qu'on pourrait ne pas penser et qui serait très important de recevoir lors de la guignolée? Les produits d'hygiène personnelle sont de plus en plus aussi appréciés. On le sait, pour des familles, des fois, l'achat de couches, c'est une dépense considérable. Donc, les gens qui veulent se donner la peine de donner des produits d'hygiène, que ce soit des savons, des brosses à dents, pâtes à dents, des shampoings, tout ça, c'est très bien reçu, sachez-le. Les dons en argent font en sorte aussi que le centre d'action est en mesure de cibler les besoins et de leur procurer vraiment ce qu'ils ont besoin, soit par le biais d'une carte d'épicerie pour aller faire vraiment l'achat des besoins essentiels ou en achetant ce qui manque cruellement. Donc, on vous le rappelle, si vous pouvez être bénévole ou encore si vous voulez faire des dons, le site villemsh.ca, vous aurez toute l'information. Vous aurez aussi la liste des exposants qui seront présents pour les marchés de Noël. Madame Lucie Blanchet, je rappelle, vous êtes chef de la division culture et événements à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci beaucoup d'avoir été là et bon succès. Vous aidez beaucoup de gens, j'en suis certain. Merci. Au plaisir de vous voir au marché. Certainement. Nous recevons en studio Dali Doucet, intervenante à Carrefour pour elle. Madame Doucet, bonjour. Bonjour. C'est quoi la mission de votre organisme? Donc, nous, on est une maison d'hébergement qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences conjugales. On est la plus vieille maison d'hébergement au Québec qui offre le service pour femmes et enfants. Donc, on fête nos 50 ans en 2025. Un beau chiffron cette année. Oui. Et y a-t-il des signes qu'on banalise encore au niveau de la violence conjugale, que les personnes se disent « Ah non, c'est pas si grave, mais qu'on devrait plus s'en préoccuper » ? Oui, assurément, dans le sens que souvent, on va parler de la violence sexuelle, de la violence physique dans les médias. On va rarement parler, par contre, de tout ce qui est du contrôle. Donc, on entend le mot contrôle coercitif, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
Ça va vraiment être au niveau de tout ce qui va être psychologique, tout ce qu'on va se questionner. Est-ce que c'est normal de vivre ça? Donc, la violence psychologique, la violence sociale, donc l'isolement afin de mieux contrôler la victime et les enfants de la victime. Donc, c'est ça, ça va être vraiment tout ce qui va être plus subtil. On parle beaucoup plus de gaslighting dernièrement, de manipulation, de chantage, qui vont toutes être des choses qui ne seront pas nécessairement criminalisables, mais qui vont garder la victime dans cette relation de violence-là, puis qui vont tout le temps ramener la victime à être vulnérable, à être plus seule et donc à devoir dépendre de l'agresseur là, ou en tout cas de la personne auteur de violence. C'est ça qui est très, très sournois, comme vous avez dit, qui est moins vu dans les médias. Est-ce que c'est nécessairement seulement les femmes qui appellent ou les membres de l'entourage pourraient entrer en contact avec vous pour soutenir les femmes qui ne sont peut-être pas prêtes à faire des démarches concrètes? Intéressant. En fait, oui, on reçoit beaucoup d'appels des membres de l'entourage qui ne savent plus nécessairement comment agir avec les victimes, qui ont besoin de ressources aussi, qui ne savent pas nécessairement comment aborder ça avec leur enfant. En fait, ça va beaucoup être des mères, des pères qui vont appeler pour leur fille, qui remarquent des choses, ou ça peut être des amis, des sœurs, des frères qui ne savent pas comment aborder que leur conjointe n'est pas nécessairement comme apprécié à cause de certains comportements qu'ils ont remarqués dans les soupers de famille ou etc. Donc, on va pouvoir outiller aussi là, les membres de l'entourage sans problème. Okay. Et quand vous parliez du contrôle coercitif, est-ce que vous trouvez que c'est pire quand il y a des enfants d'impliquer au niveau du couple? Est-ce que quand il y a des enfants, vous voyez plus ça, cette espèce de contrôle-là, de chantage émotif par rapport aux enfants? Ben oui. En fait, oui, on le voit quand même beaucoup. On va souvent entendre que les femmes se sont fait menacer de se faire enlever les enfants, de se faire enlever la garde si elles quittaient leur relation ou qu'il y avait beaucoup de preuves contre elles, que c'était une mauvaise mère. Ils vont beaucoup se faire victimisés en lien avec leur rôle de mère. Donc, tout ce qui... C'est ça, d'entendre Espèce de message qui vont être des mauvaises mères s'ils décident de briser la relation. Exactement, parce que c'est vraiment le terme... Bien, la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « tu vas briser la famille ». Puis quand on est dans ce discours-là, il y a quelque chose de très... Bien, ça devrait sonner un signal d'alarme que quelqu'un qui te dit ça, c'est déjà une forme de chantage. Là. 100%. Ouais. Mais en même temps, ça garde la femme dans la peur parce que elles n'ont pas envie, hein, justement, de briser la famille ou de... Qui est souvent un frein à rester dans la relation. Exactement. Ouais. Donc, oui, les enfants peuvent vraiment être un grand signe de chantage, là, Et ça ne devrait pas être un frein quand elles décident de faire appel à vos ressources d'hébergement. Ça ne devrait pas être un frein parce que les ressources accueillent aussi les enfants. Oui, en fait, il y a énormément de ressources. Il y a énormément de maisons d'hébergement au Québec qui accueillent les enfants. Même que, tu sais, nous, on accueille femmes et enfants, mais on accueille aussi des femmes seules. Donc, on a des chambres pour toutes. L'objectif, c'est, peu importe le nombre d'enfants que tu as, tu peux venir héberger là, avec nous. Même si tu n'en as pas, tu as quand même une place avec nous parce que l'objectif, en fait, c'est d'aider ces femmes-là à se sortir de ces relations-là puis d'avoir le petit coup de pouce qui manque. Et vos ressources d'hébergement, les endroits demeurent confidentiels, on peut comprendre pourquoi, mais lorsque vous recevez des appels par rapport à... Est-ce que vous avez un territoire qui est desservi officiellement ou ceux qui vous appellent, qui ne seraient pas nécessairement sur votre territoire desservi, vont pouvoir avoir de l'aide et du soutien? En fait, oui, on a un secteur officiel, donc un territoire qu'on dessert pour l'hébergement. Pour les appels 24 heures sur 24, on peut prendre tout le monde, en fait, puis on peut rediriger vers les ressources les mieux adaptées. Tu sais, quelqu'un qui nous appelle de l'Estrie, on connaît peut-être un petit peu moins les ressources dans leur coin, donc on pourrait les référer à leur maison d'hébergement. Par contre, nous, on va vraiment desservir le territoire de la Rive-Sud, principalement de Montréal, donc l'agglomération de Longueuil, MRC, Marguerite-Diouville. Donc ça va être vraiment comme en hébergement, les femmes qu'on va
prendre en hébergement, qui vont être comme priorisés. Par la suite, si quelqu'un de, je sais pas moi, c'est ça, de la vallée du Richelieu, par exemple? Oui, exactement, qui nous téléphone, on peut vraiment, on connaît les numéros des maisons d'hébergement qui pourraient les aider. Puis sinon, il y a SOS Violence conjugale qui détient là, les coordonnées de toutes les maisons d'hébergement du Québec. Donc, eux, ils peuvent aussi recevoir leur appel afin de les rediriger. Vous avez été dans l'actualité récemment et vous avez roulé un peu sur le territoire de la vallée du Richelieu, roulé parce qu'il y a eu un événement qui vous a permis d'amasser des fonds pour la Fondation. Oui. C'est ça, en fait, on a fait 48 heures de vélo du 24 au 26 octobre dernier. Donc, on est parti de l'hôtel de ville de Longueuil et on est revenu à l'hôtel de ville de Longueuil. Donc, on a roulé sur tout le territoire que la maison d'hébergement dessert au niveau vraiment plus de l'hébergement. Puis, on a amassé 6 196 qui, à la base, l'objectif était de 4 800 Donc, on a... Vous avez surpassé solidement. Oui, exactement. On a roulé environ 700 km. Donc, là, j'arrondis, on est à 699. On va dire 700. On va dire près de 700, très près de 700. Exactement. Donc, on est à 700 km de roulée. On était 4 intervenantes de la maison d'hébergement. Donc, c'était vraiment un bel événement. L'objectif était, oui, d'amasser des fonds pour pouvoir aider Carrefour pour elle à changer le mobilier des chambres afin d'accueillir les femmes dans la chaleur, dans la dignité. Parce que oui, c'est une ressource, mais c'est pas... on est vraiment une maison, on a envie d'offrir un cocon à ces femmes-là. Puis voilà, donc afin de changer le mobilier. Puis l'autre objectif était vraiment de sensibiliser tout le monde, toutes les personnes qui nous croisaient à la violence conjugale. C'est encore très d'actualité présentement, même si, comme vous dites, c'est pas au niveau de la violence physique ou sexuelle, il y a plein d'autres choses qu'on ne parle pas encore assez. Exactement. Il y a, si vous vous posez des questions, si les personnes ont besoin de clarification, de chercher des informations, il y a possibilité de nous appeler en tout temps, 24 heures sur 24. Si on n'est pas certaine d'un événement qui s'est produit, etc., il y a possibilité de venir chercher réponse aux questions. Donc, il y a toujours un lien que les gens peuvent aller visiter, fondationcarrefourpourelle.org, s'ils veulent donner à la Fondation. Est-ce que vous auriez un dernier message à ceux qui pourraient avoir un dernier frein par rapport, vous avez parlé des ressources qui sont comme un cocon réconfortant. Est-ce que vous auriez un dernier message à ceux qui auraient encore une hésitation à prendre contact avec vous, qui seraient en danger présentement? Oui, en fait... prendre contact avec nous, ça ne veut pas dire de donner votre nom. Ça peut rester dans l'anonymat. On n'a pas besoin de savoir qui appelle, qui téléphone. La ressource est pour tout le monde. Donc, peu importe la petite question que vous avez, ça engage à absolument rien. Vous n'êtes pas obligé de donner de consentement pour rien, juste d'être écouté, d'être entendu puis d'être répondu à vos questions. Donc, ça engage à absolument rien, un appel avec nous. Puis, que ce soit en plein milieu de la nuit ou en plein milieu du jour, il y a possibilité de nous téléphoner là, en tout temps. 24 heures sur 24. Madame Dali Doucet, qui est intervenante à Carrefour pour elle, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Nous sommes en compagnie de M. Nicolas Bégin de la CNESST. M. Bégin, bonjour. Bonjour. On est content de vous avoir aujourd'hui parce que malgré qu'on ait fait du chemin sur le sujet, il en reste encore à faire en équité salariale au Québec. Mais tout d'abord, j'aimerais vous entendre, il ne faut pas mélanger égalité et équité salariale. Effectivement, vous avez tout à fait raison. L'égalité salariale, finalement, là, ça veut dire simplement le même salaire pour deux personnes différentes. Donc, c'est un concept qui consiste à prendre le même salaire pour des personnes de sexe différent qui effectuent un même travail. Donc, ce n'est pas un droit qui est protégé par la loi sur l'équité salariale, mais par la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, ça, c'est pour l'égalité salariale. Mais lorsqu'on parle de loi sur l'équité salariale, ça ne date pas d'hier matin. Là, je veux dire, la loi a été sanctionnée pour la première fois en 1996. Donc, ce que ça vise à faire, c'est corriger la sous-évaluation des emplois féminins qui serait causée par une discrimination fondée sur le sexe. Donc, on voit là, la distinction entre les deux. La loi sur l'équité salariale, ça ne veut pas dire nécessairement un même salaire équivalent. Puis ça vient d'où encore cette sous-évaluation des métiers qu'on dit traditionnellement féminins?
Oh mon Dieu, il peut y avoir un paquet de raisons, hein, puis vous le mentionnez tout à l'heure, là, il y a du chemin à faire, quoi qu'il y en a quand même beaucoup de parcouru. Mais en 2024, par exemple, le salaire moyen des femmes était toujours de 9 inférieur à celui des hommes. On ne penserait pas ça nécessairement, le rendu où on est, mais pourtant, il y a encore une distinction. Puis, dans le fond, l'écart est encore plus important pour certains groupes là, dans la société. Par exemple, les femmes immigrantes, les femmes non syndiquées, toujours en 2024, gagnaient environ 14 de moins de l'heure que leurs collègues masculins. Donc, il y a du chemin qui a été fait depuis 1996, date où la loi a été sanctionnée une première fois, mais il en reste encore à faire. Et c'est pour cette raison que la CNSST a décidé, une fois de plus, de faire campagne pour justement informer et sensibiliser les gens à l'importance là, de l'équité salariale. Et vous avez demandé aux entreprises de se pencher sur la question. On parle de travaux d'équité salariale que vous demandez aux entreprises de faire d'ici mars 2026. Qu'est-ce qu'on veut dire par travaux d'équité salariale? En fait, c'est que les entreprises qui ont 10 salariés et plus dans leur milieu de travail sont tenues, comme vous le mentionnez, de réaliser des travaux d'équité salariale. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on fait un exercice initial d'équité salariale. Donc, on vérifie dans notre milieu de travail qu'est-ce qu'il y en a. Puis ensuite, ben, on va faire une évaluation du maintien de l'équité salariale tous les 5 ans. Donc, je vous vulgarise ça. Dans un premier temps, on s'assure que, bon, faire l'état de la situation de l'équité salariale dans notre milieu de travail. Puis par la suite, tous les 5 ans, on revoit ça parce qu'en 5 ans, il peut y avoir eu des arrivées, des départs, des embauches, une réorganisation du travail. Donc, tout ça fait en sorte qu'il peut y avoir une mise à jour qui est nécessaire. Parce qu'on veut que l'équité salariale, mais ce ne soit pas l'affaire d'une seule année, mais aussi que ça perdure dans le temps, que ce soit durable. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on exige une révision. Puis ça, dans le fond, c'est compris dans la loi sur l'équité salariale. Donc, on dit qu'elle a un caractère cyclique. Ça revient tous les 5 ans. Puis il va y avoir là, beaucoup d'employeurs qui ont des travaux à réaliser, qui en ont eu cette année en 2025, mais qui en ont également en 2026. Là, on parle de plus de 23 000 entreprises au Québec en 25-26 qui ont des travaux d'équité salariale à faire. Puis vous dites un nombre d'entreprises, 23 000, c'est énorme. Est-ce que vous sentez encore en 2025 une résistance des entreprises à aller revoir certaines façons de faire ou vraiment, en général, vous sentez une grande ouverture? Bien, je vous dirais qu'on avance. On se parlait tantôt des pourcentages, ben, c'était quand même bien pire dans le passé. On avance, mais au risque de se répéter, il reste du chemin à faire. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Il y a aussi une question de compréhension, d'interprétation là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle ben, nous, on prend l'initiative d'en parler, puis justement sensibiliser pour informer, pour répondre aux questions aussi des employeurs, des travailleurs, travailleuses qui sont concernés par l'équité salariale. Donc, plus on en parle, ben, plus on est à même de comprendre les enjeux qui sont associés à ça, puis l'importance aussi qu'occupe l'équité salariale. C'est important aussi. Puis dans ce que vous proposez par rapport aux travaux, une entreprise qui viendrait à vous pour s'assurer de bien faire les choses, c'est quoi les outils ou la documentation concrète que vous proposez aux entreprises qui viennent à vous? Ben, on offre une large gamme de services, si je peux me permettre. On a des formations, on a des outils spécialisés, tout ça sans frais pour les diverses clientèles en matière d'équité salariale. On a aussi un service téléphonique d'assistance spécialisé. Donc, on est facile à joindre en bon français. Là. Je veux dire, les gens peuvent nous interpeller s'ils ont des questionnements, s'ils ont des interrogations, s'ils ont des détails à valider. On est là pour eux. Là, oui, c'est bien beau dire, il y a une loi, puis on la fait respecter, mais encore faut-il aussi être à l'écoute des clientèles, puis aussi les appuyer, pouvoir les accompagner là-dedans. Donc, on ne les laisse pas les mains vides. Pour les employeurs, ben, on a une solution en ligne sans frais qui s'appelle Mon équité salariale. Donc, ça permet de réaliser les travaux d'équité salariale étape par étape. Il y a plusieurs publications, plusieurs capsules vidéo. Je dirais un comparatif peut-être un peu simpliste, mais je vais le donner quand même pour que les gens comprennent bien. Ben, c'est un peu comme un logiciel de rapport d'impôt où ben, on n'est pas certain de trop savoir où on s'en va avec ça. Mais c'est quand même expliqué étape par étape. Il y a des capsules, il y a des publications aussi pour nous aider à renforcer notre information et notre compréhension. Ben, Mon équité salariale,
c'est un peu le même principe tout en étant différent. Puis aussi, on offre différents webinaires. On a des formations en ligne. Pour les personnes salariées, aussi, on a des capsules vidéo, des capsules pédagogiques. On enregistre des balados. Il y a des webinaires aussi. Donc, il y a un paquet d'outils à la disposition des gens pour vraiment comprendre ce qu'est l'équité salariale, ce que ça implique, puis les enjeux qui sont associés à ça. Puis si je me mets à la place d'une employée qui aurait peur pour son emploi si jamais elle veut montrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au sein de l'entreprise, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui seraient encore nerveux par rapport à leur emploi, mais qui seraient conscients qu'il y a un droit qui est lésé par rapport à l'équité salariale? Il y a deux choses dans ce que vous me dites. Effectivement, la première étant que une personne peut interpeller la CNSST par rapport à la question d'équité salariale à propos de son emploi et de ses craintes, puis de ses doutes aussi. Mais ça applique aussi des notions de normes du travail. On tombe dans un autre dossier où une personne ne peut pas être congédiée sous le simple prétexte qu'elle a fait valoir l'équité salariale. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'employeur a des droits et des obligations à respecter. Oui, en équité salariale, mais aussi du côté des normes du travail, la même chose en santé et sécurité au travail. Donc, tout ça est quand même relié jusqu'à un certain point. Donc, on va espérer que le portrait s'améliore encore plus d'ici la fin de votre période de travaux, d'ici mars 2026, et aussi que ça perdure dans le temps. Monsieur Nicolas Bégin de la CNESST, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional. « 25 grands bâtiments s'unissent pour former l'Alliance des bâtiments exemplaires. Découvrez leur engagement à mieux consommer.